Imaginez un peu si un politicien décidait un soir de tout déballer. C'est exactement ce qu'on décortique aujourd'hui, la confession satirique de Nélu Belge. Bon, le personnage est inventé, mais il va nous parler des règles qu'il s'écrit pour lui-même et de celles qu'il impose à tout le monde. Et attention, le truc, c'est que chaque chiffre que l'on va voir est bien réel. Ça commence fort, hein? La démocratie ne serait pas là pour protéger les citoyens des élus, mais bien l'inverse. Disons que ça met la table. On va explorer un système où, visiblement, les règles du jeu ne sont pas tout à fait les mêmes pour tous. Alors, avant d'aller plus loin, il faut clarifier un truc super important. Le politicien qui parle, c'est une caricature. Il n'existe pas. Par contre, chaque donnée, chaque montant, chaque règle qu'on va voir, ça vient de documents publics, de lois, de rapports officiels belges. L'idée, c'est d'utiliser la fiction pour raconter une histoire bien réelle. Alors, on commence avec la première partie, la confession politique. On va essayer de se mettre dans la peau de cet élu pour comprendre la logique derrière les règles qu'il a lui-même créées. L'idée de départ est assez simple. Il y aurait un système pour ceux qui écrivent les lois et un autre pour ceux qui doivent les suivre. Deux mondes parallèles dans le même pays, mais avec des privilèges et des contraintes qui n'ont rien à voir. On enchaîne avec la deuxième partie, revenus et privilèges. On va parler d'argent. C'est souvent là que ça devient concret. C'est quoi au juste la différence de salaire et d'avantages entre un parlementaire et un citoyen moyen? Premier chiffre qui saute aux yeux, 9 364 €. C'est le salaire brut de base par mois pour un parlementaire en Belgique. Gardons ce chiffre bien en tête. Et quand on le met en perspective, ce chiffre prend une toute autre dimension. Ce salaire est plus du double du salaire brut moyen en Belgique, qui, lui, tourne autour de 4 000 €. C'est le premier grand écart. Mais attendez, le plus surprenant, ce n'est même pas le montant. C'est que 28 %, donc près du tiers de ce salaire, est considéré comme un forfait de frais. En clair, cette portion n'est pas imposable et surtout, elle ne demande aucun justificatif. Pas une seule facture. Au-delà de l'argent, il y a la protection juridique. L'article 58 de la Constitution belge garantit ce qu'on appelle une irresponsabilité absolue et perpétuelle. En gros, ça veut dire qu'un parlementaire ne peut jamais, mais jamais être poursuivi pour une opinion ou un vote émis au Parlement, ni aujourd'hui, ni dans 20 ans. Jamais. Troisième partie, quand la vie déraille. Parlons maintenant des coups durs. Maladie, perte d'emploi, c'est souvent dans ces moments-là que les différences entre les deux systèmes deviennent les plus criantes. Et là, le contraste est saisissant. Pour un parlementaire en arrêt maladie, rien ne change. Son mandat continue, son salaire intégral est maintenu sans aucun contrôle médical. Pour un citoyen, c'est une autre histoire. Il y a des contrôles, des sanctions possibles et même un risque de licenciement après 6 mois. Et si un parlementaire perd son siège aux élections? Il a droit à une indemnité de départ. C'est une sorte de chômage de luxe, sans condition. Le montant? Jusqu'à 9 742 € par mois. On compare ça avec l'allocation de chômage maximale pour un citoyen ordinaire, environ 1 600 €. Et ça vient avec une longue liste de conditions, chercher activement un emploi, répondre à des convocations, etc. La source qu'on décortique résume ça parfaitement. Même durée, pas le même monde. Parce que oui, la durée maximale de l'indemnité est de 24 mois dans les deux cas. Mais c'est à peu près la seule chose que ces deux réalités ont en commun. Quatrième partie, préparer l'avenir. Ces avantages, bien sûr, s'accumulent avec le temps et ça se voit surtout au moment de la retraite. Il faut savoir qu'en Belgique, la loi impose un plafond pour les pensions les plus élevées, fixé à 7 813 €, en théorie, parce qu'une structure spéciale, une ASBL gérée par les parlementaires eux-mêmes, leur permet de dépasser ce plafond légal de 20 %. Et le plus fascinant, c'est que ce système de dépassement, il a été validé par tous les grands partis, de la gauche socialiste et écolo jusqu'à la droite libérale et nationaliste. Des adversaires politiques qui se sont mis d'accord sur ce point bien précis. Donc le résultat, c'est ce contraste. D'un côté, un bonus sur la pension, de l'autre, une pénalité, un malus, pour avoir été malade durant sa carrière, sans oublier un âge de la retraite qui ne cesse de reculer. Cinquième et dernière partie, c'est la question qui tue. Qui paie la facture? Comment ce système est-il financé? La source s'est penchée sur les choix budgétaires qui ont été faits. D'après les documents, pour économiser 23 milliards d'euros, l'effort a été réparti comme ça. 93 % des coupes ont été faites dans la sécurité sociale et les services publics. Seulement 7 % de l'effort vient des plus hauts patrimoines. C'est un choix clair de ne pas trop déranger les plus riches. Pourtant, une autre option était sur la table. Une taxe sur les grandes fortunes, qui aurait pu rapporter entre 4 et 10 milliards d'euros. Mais cette option a été écartée. Encore un choix politique qui a des conséquences directes sur qui porte le fardeau. Ce tableau, ça résume tout. Salaire, maladie, pension, indemnité de départ, peu importe le sujet, on voit bien se dessiner deux systèmes parallèles avec des règles et des conséquences qui n'ont rien à voir.
Et c'est vraiment le rappel essentiel. Le parlementaire de cette confession n'existe pas. Mais le système qu'il décrit, avec ses chiffres et ses lois, lui, est bien réel. Et l'analyse se termine sur cette question laissée en suspens. Une fois qu'on a mis les faits et les chiffres sur la table, la question n'est plus vraiment de savoir si ce système existe, mais plutôt, comme le demande la source, pour combien de temps encore? Le grand révolutionnaire, pris comme un rat. Pathétique. Sir, we are at launch. Turn your key. Sorry, I'm so sorry. Turn your key, sir. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document qui sort vraiment de l'ordinaire. Vraiment? C'est un texte satirique assez percutant, publié par un collectif qui s'appelle WEFIeux. Le titre est assez direct aussi. Confession d'un social traître. Exactement. Le concept, c'est le monologue fictif d'un parlementaire belge qui, le soir, seul, décide de tout déballer, sans filtre, tous les privilèges de sa fonction. Mais le point crucial, et c'est là que ça devient fascinant, c'est que derrière la caricature, Oui, chaque chiffre, chaque fait, chaque article de loi, tout est vrai. et tout est sourcé. C'est ça. Tout vient de documents officiels belges, des lois, des rapports, des données publiques. Bref, c'est une satire, mais construite sur une base de faits en béton. C'est exactement ça. Et notre objectif aujourd'hui, c'est pas tant de commenter l'humour, mais de se servir de ce texte comme d'une grille de lecture. Un révélateur, en quelque sorte. Oui, pour comprendre l'écart, parfois hallucinant, entre le monde des élus et celui des citoyens. Les règles sont juste pas les mêmes. Fait qu'on va suivre le fil de ses confessions, c'est ça? C'est le plan. On va y aller par thème. Le salaire, l'immunité, la maladie, la pension, et on finira avec la grosse question. Au fond, qui paie la facture? Parfait. Alors, allons-y. Premier point, le portefeuille. Le parlementaire de notre histoire commence fort. Je gagne 9 374 € bruts par mois. Ouf! Et le document met ça en contexte. Le salaire brut moyen en Belgique, c'est 4 076 €. Fait qu'on parle d'un revenu qui est 2,3 fois plus élevé que la moyenne. C'est déjà pas mal. C'est un écart notable, oui, mais ce n'est même pas ça le plus révélateur. Le diable est dans les détails du système fiscal. C'est là qu'on change de dimension. Ah oui. Et c'est là que ça devient, pour être poli, complètement fou. Le texte explique qu'une partie de ce salaire, 28 % pour être précis, 28 % est automatiquement exonérée d'impôts, au titre de frais exposés. Et le parlementaire n'a rien, mais absolument rien à justifier. Pas un reçu, pas une facture, rien. C'est un forfait. Mais attends, c'est quoi la justification officielle pour ça? J'imagine qu'ils disent pas juste « c'est un privilège, merci, bonsoir ». Non, bien sûr. Officiellement, l'argument, c'est que la fonction engendre des frais, des déplacements, de la documentation, et que ce forfait simplifie la gestion. Ça simplifie, c'est sûr. Mais dans les faits, ça crée une distorsion immense. Un travailleur autonome salarié qui veut déduire des frais professionnels doit se battre avec une montagne de paperasse pour chaque centre. Chaque dépense, oui. Ici, c'est un cadeau fiscal de presque un tiers du salaire, sans aucun contrôle. C'est une règle qui n'existe dans le fond que pour eux. Donc, on a déjà un salaire de base beaucoup plus élevé et en plus, une grosse partie qui échappe à l'impôt normal. Mais ça ne s'arrête pas là. Le texte parle du cumul des mandats. Exactement. Et le document chiffre le plafond. Un élu peut cumuler des revenus jusqu'à 150 % de son indemnité. Ce qui donne combien au total? Autour de 228 680 € par an. La source cite même la base de données Cumuléo. Il y a des élus avec plus de 10, parfois 15 mandats en même temps. 15 mandats? Et là, la question se pose, tu sais. Comment tu compares ça avec un citoyen qui, pour joindre les deux bouts, prend une deuxième job le soir? Oui. Lui, chaque dollar de plus est taxé au taux marginal, souvent à 50 %. D'un côté, un système qui protège des revenus multiples très élevés, de l'autre, un système qui surtaxe le travail supplémentaire. C'est deux mondes. C'est une déconnexion face à l'argent, mais ça va plus loin. Le document montre qu'il y a aussi un bouclier juridique, une immunité qui isole complètement.
On passe du portefeuille à la toge, si on veut. Le texte nous plonge dans l'article 58 de la Constitution belge. C'est l'irresponsabilité parlementaire. Et c'est radical. Ça veut dire qu'un parlementaire ne peut jamais, mais jamais, être poursuivi pour les opinions ou les votes qu'il émet dans sa fonction. C'est absolu et c'est perpétuel. Le personnage du texte le dit de façon très crue, là. Il dit que depuis l'hémicycle, il pourrait mentir, diffamer, ruiner une réputation et il y aurait zéro conséquence judiciaire. Rien. Pas en tout. Et il faut comprendre l'origine de ça. C'était pour protéger les élus de la pression du roi pour garantir la liberté d'expression. Une bonne intention au départ. Oui, mais le texte met en lumière le décalage aujourd'hui. Un citoyen peut avoir une plainte pour diffamation pour un commentaire un peu salé sur Facebook. C'est vrai. L'élu, lui, a cette protection quasi totale. Et c'est juste une partie du bouclier. Oui, le texte enchaîne avec l'article 59. L'inviolabilité pénale. Exact. Là, on parle du fait qu'un parlementaire ne peut pas être arrêté ou poursuivi sans l'autorisation de la Chambre, sauf en flagrant délit. C'est l'Assemblée qui décide si un de ses membres peut faire face à la justice. Le texte a une note ironique là-dessus que je trouve savoureuse. L'article 58 protège le parlementaire de la justice. L'article 42 est censé le protéger de son parti. Devinez lequel fonctionne. Ça en dit long. Si on met tout ça ensemble, on voit se dessiner un statut d'exception. Pas juste financier, mais aussi juridique. Et cette idée de deux mondes parallèles, ça devient encore plus frappant quand on touche à des choses très humaines, comme la maladie. Oui, la section sur la maladie, c'est probablement la plus dure du texte. Ça décrit la réalité du citoyen avec une loi récente que le document appelle Arizona 2026. C'est un surnom, bien sûr. Oui. Cette loi permet à un employeur de congédier quelqu'un pour force majeure médicale après seulement 6 mois d'invalidité. Avant, c'était 9 mois. Et là, il y a cette phrase qui frappe, 9 mois. Le temps de fabriquer un être humain, mais pas celui de le réparer. C'est d'une violence symbolique, mais très forte. Et pendant que ça se durcit pour les citoyens, pour les parlementaires, rien ne change. Rien. C'est le statu quo absolu. Un élu tombe malade, même longtemps, son mandat continue, son indemnité est maintenue à 100 %. Pas de médecin conseil, pas de trajet de réintégration, pas de menace. Et le texte met des chiffres sur la réalité des autres. Fin 2023, l'assurance maladie-invalidité comptait 526 507 personnes en invalidité. C'est énorme. C'est plus que la population de la ville de Québec. Et toutes ces personnes-là, elles, sont soumises au contrôle, à la pression, au risque de licenciement. Le parlementaire fictif du texte, lui, il donne une explication toute simple à ça. Laquelle? C'est nous qui écrivons les règles. C'est cynique, mais ça va au cœur du problème institutionnel que le texte soulève. C'est cette capacité à s'exclure des règles qu'on impose aux autres. Et ça atteint un sommet avec le dossier des pensions. Ah, la pension, c'est quelque chose. On découvre une ASBL, une association sans but lucratif, qui s'appelle sobrement « Pension des députés ». Et son but? C'est simple, permettre aux parlementaires de contourner le plafond légal des pensions et de le dépasser de 20 20 % Concrètement, ça donne quoi? Les chiffres cités, une pension de 9 375 € par mois, alors que le plafond officiel pour les plus hautes carrières, c'est 7 813. Ça n'a pas d'allure. Mais le plus fou, c'est le consensus politique. Le document qui valide ça a été signé par des partis qui sont des ennemis jurés sur la place publique. Les socialistes, les libéraux, les nationalistes flamands, les écolos. Tout le monde était d'accord. C'est un exemple classique de ce que des politologues appellent la cartelisation des partis. Explique ça. C'est l'idée que malgré leurs grosses chicanes sur les politiques publiques, les grands partis s'entendent quand vient le temps de protéger les intérêts de la classe politique elle-même, son statut, ses avantages, les lignes de front disparaissent tout d'un coup. Et c'est le timing qui est terrible. Pendant qu'ils s'organisent 7 extras, pour la population, on met en place ce que le texte appelle le malus pension. Exactement. C'est une pénalité de 2 à 5 % sur la pension pour les gens qui ont eu des périodes de maladie durant leur carrière. C'est incroyable. Donc, d'un côté, on garantit un surplus à une élite, et de l'autre, on pénalise les plus vulnérables pour leur état de santé passé, en plus de reporter l'âge de la retraite à 67 ans. L'ironie est tellement lourde que ça en devient presque absurde, sauf que c'est la réalité. Et le même 2 poids, 2 mesures se répète pour la fin de carrière. Un parlementaire qui n'est pas réélu reçoit une indemnité de sortie de 9 742 € par mois. Jusqu'à 24 mois. Oui. Et sans aucune condition. Pas de contrôle, pas d'obligation de chercher un emploi. Rien. Un parachute doré.
Et de l'autre côté du miroir, le citoyen qui perd son emploi, le chômage, c'est aussi pour 24 mois maximum. Même durée. Sauf que le montant maximal, c'est 1 622 € par mois. Et surtout, c'est conditionnel à des contrôles, des rendez-vous, une preuve de recherche d'emploi. La conclusion du texte est parfaite. Même durée, même nombre, pas le même pays. Ça résume tout. Et ça s'étend même à la transparence financière. On penserait que des élus seraient soumis à un examen plus rigoureux de leur patrimoine. On pourrait le penser, oui. Mais c'est tout le contraire. Ils déposent bien une déclaration de patrimoine, mais elle est mise sous pli scellé. Personne ne peut la consulter. Alors que le citoyen, à l'autre bout du spectre, celui qui demande l'aide sociale, c'est l'Inquisition. C'est une enquête patrimoniale complète. On vérifie ses comptes. On peut faire une visite à domicile, faut justifier chaque ressource. C'est une transparence totale et forcée. En opposition à l'opacité totale et garantie pour les élus. La formule du texte, encore une fois, est d'une efficacité redoutable. Moi, on scelle, vous, on fouille. C'est ça. Bon, on a vu les privilèges individuels, mais la question, c'est quel est l'impact de cette mentalité sur tout le système? Au final, qui paie pour tout ça? La dernière partie du texte, la facture, tente d'y répondre. Le cadre est posé, hein? Le gouvernement belge doit trouver 23 milliards d'euros d'ici 2029. Fait que la question, c'est pas si il faut faire des économies, mais sur qui s'attend. Et la répartition est claire. Très clair. Selon le document, 93 % des économies viennent de coupes dans la sécurité sociale, les services publics et des mesures touchant les travailleurs. Et seulement 7 % de l'effort vient des hauts patrimoines. C'est un choix politique, surtout que le texte mentionne l'alternative qui a été rejetée, une taxe sur les grands patrimoines. Puis il aurait pu rapporter combien? Selon des études citées, entre 4,7 et 10 milliards d'euros par an. C'est énorme. C'est une bonne partie de l'effort qui aurait pu être trouvé, là. Mais non. Par contre, Le Sénat? le Sénat, une institution vidée de ses pouvoirs, jugée symbolique par beaucoup, mais qui coûte encore 44,5 millions d'euros par an. On ne trouve pas l'argent pour éviter des coupes sociales, mais on garde ça. Le symbole est puissant. Et le texte conclut en montrant l'impact très ciblé de ces coupes. Il affirme que sur les 140 communes les plus touchées, 139 sont en Wallonie ou à Bruxelles, les régions les plus pauvres. Et que 80 % des personnes touchées n'ont pas de diplôme du secondaire supérieur. Ce n'est pas un effort national partagé. C'est un ciblage social et géographique. C'est précis. En reliant tous les points, le document dresse le portrait d'un système où les règles, qu'elles soient fiscales, juridiques ou sociales, semblent écrites pour protéger une classe politique et les plus nantis. Tout en demandant des sacrifices disproportionnés au reste de la population, surtout les plus fragiles. Pour finir, le document résume tous ces contrastes. C'est encore plus frappant mis dos à dos comme ça. C'est un salaire 2,3 fois plus élevé. Avec 28 % d'impôts en moins, sans justificatif. Une immunité à vie pour leurs probos. Pendant que le citoyen peut être poursuivi pour un commentaire sur Facebook. Malades, leur salaire est garanti à 100 %. Pour le citoyen, c'est la menace de licenciement après 6 mois. Une pension qui dépasse le plafond légal de 20 %. Celle des gens amputés s'ils ont été malades. Un patrimoine scellé. Celui du citoyen fouillé. Une indemnité de sortie de 9 742 € sans condition. Contre des allocations de chômage de 1 622 € sous haute surveillance. Et ce sont eux qui votent vos règles. C'est brutal. Et il faut le répéter. Aussi satirique que soit le ton, le système décrit est réel, documenté. Chaque chiffre est vérifiable. C'est une démarche de transparence, au fond. Les auteurs ne demandent pas d'être crus sur parole, mais encouragent les gens à aller vérifier les faits eux-mêmes. Exactement. Le texte ne se termine pas par une affirmation, mais par une question ouverte, une pensée provocatrice. Après avoir tout déroulé, il conclut simplement « Si tous ces chiffres sont vrais, et ils le sont, alors la question n'est plus est-ce vrai, mais bien combien de temps encore ?»